Je vous remercie, Jacques, pour cette invitation. Aujourd'hui, Samuel Medina et moi, on va vous présenter les résultats d'une recherche qui est en cours, qui n'est pas finalisée encore, sur l'impact de la connaissance des langues officielles et du niveau de littératie sur le risque de surqualification au travail des immigrants canadiens. Donc, la variable dépendante, c'est la surqualification, qui est un indicateur, parmi plusieurs, de l'intégration économique des immigrants. Et on va l'expliquer par un ensemble de variables, mais notre focus est surtout sur l'impact des connaissances, la connaissance des langues et le niveau de littératie. Notre présentation se divise en 5 parties. Dans un premier temps, on va faire une courte revue de la littérature en précisant aussi dans quel contexte l'étude se situe. Pour la suite, on va présenter l'objectif, mais en gros, l'objectif, on l'a déjà dit, c'est de voir quel est l'impact de ces variables-là sur la surqualification, en particulier des immigrants. Et on va présenter les données et la population cible. Par la suite, je vais définir certains des concepts utilisés et je laisserai la place à Samuel pour nous présenter les résultats de notre analyse. D'une part, une analyse descriptive, mais aussi une analyse multivariée à l'aide de modèles de régression logistique. Alors, si on parle du contexte, évidemment, suite à des études démographiques réalisées à la fin des années 80, on anticipait le vieillissement démographique et la baisse de l'accroissement naturel au Canada. Et le gouvernement de Mulroney, à partir des années 89, a décidé d'augmenter les niveaux d'immigration à des niveaux relativement élevés au niveau international. Et depuis, bon an, mal an, les niveaux d'immigration se maintiennent à des niveaux moyens d'à peu près 8 pour 1000 pour le Canada dans son ensemble. Pourtant, l'immigration a peu ou pas d'effet sur la structure par âge de la population et peu ou pas d'effet sur la prospérité économique de la population d'accueil, du moins en termes de par capita. Évidemment, l'économie va croître plus rapidement quand la population croît plus rapidement. Et l'effet de l'immigration, c'est évidemment d'accroître plus rapidement la population. Par contre, l'effet de l'immigration est important en termes de changement de la composition de la population. Et entre 1990 et 2011, la proportion de population née à l'étranger est passée de 16 pour atteindre 21 au dernier recensement, ou à l'enquête nationale sur les ménages. Selon les projections réalisées par Statistique Canada, à partir des données de recensement de 2006, en 2031, donc 25 ans après les projections, cette proportion devrait atteindre entre 25 et 28 selon les divers scénarios. Mais non seulement le nombre d'immigrants ou de personnes nées à l'étranger augmente en proportion au Canada, mais aussi l'origine des immigrants s'est fortement diversifiée à partir des années 80, donc même avant qu'on a haussé les niveaux d'immigration. Aussi, si on prend un des indicateurs de cette diversification-là, la proportion de personnes dont la langue maternelle est autre que le français ou l'anglais, ce qu'on appelle les allophones ici au Canada. En 1981, cette proportion-là était de 10 elle a atteint 21 donc un Canadien sur 5 avait une langue maternelle autre que le français ou l'anglais au dernier recensement. Et selon les mêmes projections réalisées par Statistique Canada, en 2031, le pays pourrait compter jusqu'à 30 d'allophones, donc de personnes qui ont une langue autre que le français ou l'anglais comme langue maternelle au Canada. Un autre élément contextuel important, c'est que les immigrants, depuis au moins les années 90, peut-être un peu avant, vivent de plus grandes difficultés à s'intégrer sur le marché du travail que les immigrants des vagues précédentes. On observe, alors que dans le passé, on observait, après un certain nombre d'années, disons une quinzaine d'années, que les immigrants performaient mieux que les natifs même, ou au moins aussi bien en termes de chômage ou de revenus. Ce n'est plus le cas depuis au moins 1990, depuis au moins les immigrants arrivés à partir des années 90, peut-être un peu avant. On observe donc, malgré leur plus forte
leur niveau d'éducation plus élevé en moyenne que les Canadiens de naissance, des niveaux d'activité plus faibles, des taux de chômage beaucoup plus élevés, un taux de surqualification plus élevé et des salaires plus faibles que pour les Canadiens de naissance. Et comme je disais, pourtant, les immigrants sont plus éduqués que la population en général. En fait, 32% de la population active d'origine étrangère ou née à l'étranger détiennent un diplôme universitaire, alors que cette proportion-là est de seulement 19% chez les natifs. C'est vrai que lorsqu'on compare avec les vagues d'immigrants précédents, les immigrants récents ont des difficultés plus grandes à s'intégrer sur le marché du travail. Il n'y a pas de doute, de nombreuses études l'ont montré et ont cherché à l'expliquer par un ensemble de variables. Par contre, lorsqu'on se compare avec d'autres pays, par exemple, ici c'est l'indicateur de la surqualification, mais l'étude de l'OCDE a d'autres variables d'intégration économique. Ce qu'on réalise, c'est que les écarts entre les immigrants et les natifs ne sont pas nécessairement plus élevés au Canada qu'ailleurs dans les pays de l'OCDE. Au contraire, en fait, pour ce qui est de la surqualification, ce qu'on observe, c'est que l'écart entre le taux de surqualification des immigrants par rapport aux natifs au Canada est à peu près de 5 ou 6 selon cette étude, comparé à une moyenne de l'OCDE qui est un petit peu plus que de 10 points de pourcentage. Donc, on est... donc, au Canada, par rapport à l'Allemagne ou à la France, on performe mieux, ou on même peut-être mieux, selon cet indicateur-là, de nos immigrants, et beaucoup mieux que par rapport que ce qui est la situation dans les pays d'Europe du Sud, en Italie ou en Espagne. Ce qui concerne la surqualification, il y a quelques études au Canada qui se sont intéressées à la question. Une étude récente où parle La Rochelle-Côté a étudié la surqualification des nouveaux diplômés universitaires au Canada. Donc, ce sont des analystes de Statistique Canada. Et ils ont réalisé des modèles multivariés, des modèles logistiques d'analyse où il y a un ensemble de variables de contrôle, l'âge, le sexe, le diplôme, le statut d'immigrant, le domaine d'études, la région de résidence. Donc, en fait, ils analysent comment varie la surqualification. Et au niveau du statut d'immigrant, ce qu'ils ont observé, c'est que lorsqu'on contrôle pour l'ensemble des variables qui sont dans le modèle, le statut d'immigrant demeure quand même significatif, c'est-à-dire que le risque de surqualification est plus élevé de façon significative chez les immigrants par rapport aux natifs. Et cela est le cas aussi pour les immigrants qui ont un diplôme d'une institution canadienne ou américaine. En fait, la variable statut d'immigrant est une variable à 3 catégories. Par rapport au groupe de référence natif, les immigrants qui ont un diplôme canadien ou américain ont un risque un peu plus élevé d'être surqualifiés. Et évidemment, la troisième catégorie, c'est les immigrants qui, eux, ont un diplôme d'un autre pays que le Canada et les États-Unis. Le risque est beaucoup plus élevé. Les résultats sont présentés en termes de probabilité prédite. Mais la probabilité prédite, par exemple, de la troisième catégorie est au moins à peu près 3 fois plus élevée que celle des natifs. Alors que pour la catégorie d'immigrants qui ont étudié au Canada ou aux États-Unis, il y a un écart, mais beaucoup moindre. Ce qui nous donne déjà une idée que le lieu d'étude peut être une variable importante au-delà du simple statut d'immigrant ou du lieu de naissance. Dans une autre étude portant sur la surqualification, avec mon collègue Jacques Ledent et Guillaume Marois, dans un rapport qu'on a réalisé pour Emploi Québec, mais qui s'intéressait seulement à la population de l'île de Montréal, donc ce n'est pas l'ensemble du Canada qui a été étudié. On a fait des analyses multivariées avec des variables de contrôle semblables, pas exactement les mêmes, des fois mieux que celle de La Rochelle, Côté puis La Rochelle, notamment au niveau de la langue. On avait inséré dans le modèle une variable linguistique qui tenait compte à la fois de la langue maternelle, de la langue d'usage ou de la langue parlée à la maison et de la connaissance des deux langues
officielle, donc le bilinguisme ou pas. Et cette variable-là était très intéressante. Mais au niveau du statut d'immigrant, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un impact modéré du statut d'immigrant. Si, dans un modèle où on ne tient pas compte, où on ne contrôle pas pour l'ensemble des variables, on observe un gradient avec la durée de résidence, mais des différences significatives pour toutes les durées. Lorsqu'on contrôle pour l'ensemble des variables, seuls les immigrants récents avaient un rapport de risque plus élevé d'être surqualifiés par rapport aux natifs, d'à peu près 30 %. Mais toutes les autres catégories d'immigrants, selon la durée, ne se distinguaient pas de façon significative dans leur risque de connaître la surqualification par rapport aux natifs. Par contre, dans notre modèle, on intégrait aussi la variable de statut de minorité visible. Et pour certains groupes de minorités visibles, même lorsqu'on contrôle pour l'ensemble des variables, des écarts importants subsistaient en termes de surqualification. En particulier, les Philippins avaient 2 fois plus de chances d'être surqualifiés dans leur emploi que ne sont les natifs. Mais ça tient du fait que les Philippins sont en grande partie admis dans un programme particulier qui structurellement crée de la surqualification, finalement. Les Noirs, à peu près 70 % de plus que les natifs, les Latino-Américains et les Sud-Asiatiques, entre 40 et 20 % finalement. Par contre, les autres groupes de minorités visibles, soit les Chinois, les Arabes, les Asiatiques du Sud-Est et les Asiatiques occidentaux, ne présentaient pas un risque plus élevé de surqualification que les Canadiens de naissance blancs. Finalement, par contre, on n'a pas trouvé... Ces études-là ont été réalisées à partir du recensement pour lequel on n'a pas vraiment la mesure de la littératie comme on a dans l'enquête qu'on va utiliser. Donc, on ne contrôle pas pour l'ensemble des facteurs. On contrôle pour un certain nombre de facteurs, ceux qui sont disponibles dans l'enquête ou le recensement qu'on a étudié. Il y a, à notre avis, une seule étude qui s'est intéressée à la surqualification au Canada à l'aide des données où on aurait une mesure de la littératie, c'est celle de Bérard-Chagnon, un autre analyste de Statistique Canada. En fait, son étude porte sur les compétences en littératie des francophones de l'Ontario, mais il a fait un rapport de 200 pages. Bérard-Chagnon, c'est une machine. Et il s'est intéressé un peu de façon, disons, en parallèle, puisque son sujet, c'est quand même les compétences des francophones de l'Ontario, à la surqualification, notamment. Il y a un court chapitre, disons, sur la surqualification. Dans les résultats qu'il présente, il explique il observe qu'il y a, par rapport aux personnes avec un niveau de compétence en littératie élevé, les niveaux 4 et 5, il n'y a pas d'écart significatif chez ceux qui sont de niveau 3. On va voir ce que c'est les niveaux 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 un peu plus tard. Par contre, ceux qui ont un faible niveau de littératie, donc de niveau 1 ou 2, ils observent un écart significatif de presque 2 fois plus et demi, 2 fois et demi plus important de surqualification. Bon, son étude a quand même des limites par rapport à ce qu'on veut faire. C'est un regard particulier sur les travailleurs ontariens. Déjà, c'est différent de l'ensemble du Canada. L'objectif, c'était quand même d'étudier les compétences en littératie des francophones de la province anglophone de l'Ontario. Et il n'y a pas vraiment de résultats présentés dans son étude sur le statut d'immigrant, bien qu'il spécifie dans son tableau où il présente les résultats que je viens de discuter, qui contrôle pour le statut d'immigrant. On ne voit pas le rapport de code des immigrants dans son étude. Donc, notre objectif à nous, c'est d'aller plus loin dans ce niveau-là. L'intégration sur le marché du travail des immigrants s'explique par un ensemble de facteurs qui peuvent être individuels ou contextuels. Au niveau des variables contextuelles, bien, ça peut être l'état du marché de l'emploi au moment où ils arrivent. Je pense que, par exemple, les ingénieurs électriques arrivés en 2001, quand Nortel passait de la compagnie la plus riche ou la plus
qui avait la plus grande valeur boursière au TSX, a en quelques mois fait faillite, ont eu de la difficulté à se trouver un emploi, alors que même les étudiants de génie électrique de McGill ne se trouvaient pas d'emploi non plus. Mais il y a aussi un ensemble de variables individuelles, l'âge, le sexe, l'âge à l'arrivée, la durée de résidence, qui peuvent expliquer la vitesse ou l'intégration plus ou moins réussie sur le marché du travail. Le niveau de littératie, c'est une caractéristique individuelle qui constitue aussi un important déterminant de l'intégration économique des individus et en particulier des immigrants. Il y a deux études à ce niveau-là, mais qui n'utilisent pas la surqualification comme indicateur, mais plutôt le revenu. Celle de Ferrer et Green et Riddle en 2006, qui s'intéresse aux universitaires et, selon ces auteurs, le niveau de littératie des natifs et des immigrants, l'écart en termes de littératie chez les immigrants par rapport aux natifs, explique les 2/3 des différences de revenus observées. Bonnie Koska, avec Green et Riddle, a, elle, étudié aussi, avec la même enquête, celle de 2003, l'impact des compétences chez les immigrants par rapport aux natifs, et elle observe que l'écart de compétences réduirait l'écart de revenus observé de plus de la moitié chez les hommes et l'éliminerait complètement chez les femmes. Dans ces résultats, elle signale qu'il n'y a aucune preuve statistique à partir de son modèle qui permet de montrer qu'il y a des pratiques discriminatoires pour expliquer les différences significatives de revenus plus faibles observées chez les immigrants. Et aussi que les immigrants diplômés au Canada ont un revenu nettement plus élevé que les autres immigrants. Donc là encore, il y avait l'aspect de lieu d'études qui était important. Et on veut aussi nous en tenir compte. Donc, notre objectif, c'est de mesurer l'impact de la connaissance des langues officielles et des compétences en littératie sur le risque d'être surqualifié. Pour réaliser ce portrait en focusant sur la comparaison entre les immigrants et les natifs, on va utiliser les données récentes de l'APK, le Programme d'évaluation internationale des compétences pour adultes, qui a été sur le terrain en 2012. Les données sont disponibles depuis fin 2013. C'est un programme international, donc de l'OCDE, qui est réalisé dans plusieurs pays. Au Canada, l'enquête a été faite par Statistique Canada, évidemment. L'échantillon est un échantillon représentatif de la population âgée de 16 à 65 ans, un échantillon d'à peu près 27 000 personnes qui représente les 23 millions de Canadiens de ce groupe d'âge-là, à l'exclusion de certains groupes, en fait les Autochtones, les résidents non permanents, puis certains territoires éloignés ne font pas partie de l'enquête, mais en gros, c'est un échantillon représentatif de la population canadienne. Ce qui est particulièrement intéressant pour notre cas, c'est que l'enquête a suréchantillonné les immigrants, ce qui permet d'avoir finalement des mesures plus précises pour cette population moins nombreuse que les natifs. Nous, comme on s'intéresse à la surqualification, on doit limiter la population à l'étude. Ça ne va pas être les 27 000 personnes de l'enquête qui vont être notre population cible, mais seulement les personnes qui ont un emploi, parce qu'il faut être en emploi pour pouvoir déterminer si la personne est surqualifiée ou pas. Et on va aussi se limiter à la population âgée de 25 ans et plus. Cela pour ne pas avoir un biais créé par le fait qu'un certain nombre de personnes plus jeunes n'ont pas encore complété leurs études, pourraient par exemple avoir un diplôme post-secondaire, mais occuper un emploi temporaire dans un domaine comme la vente au détail qui ne nécessiterait pas aucune compétence. Donc, il serait par définition surqualifié, mais ce n'est pas un statut qui va être permanent, on le souhaite, chez ces personnes-là. Donc, notre échantillon va être de 13 600 personnes, qui représentent à peu près 12,5 millions des Canadiens de 25 ans et plus en emploi.
Dans notre échantillon, on a 25% de répondants qui sont nés à l'étranger, puis à peu près 3/4 nés au Canada. On doit rapidement vous dire qu'on utilise évidemment les poids d'échantillonnage, mais aussi les poids de rééchantillonnage Jackknife pour tenir compte du plan de sondage complexe de l'enquête. Il y a une difficulté technique aussi supplémentaire, c'est que pour le score de littératie, ce n'est pas une seule valeur, mais la méthode pour créée par les psychométriques, l'analyse psychométrique des compétences en littératie. Il faut utiliser les 10 valeurs plausibles et utiliser. Heureusement, il y a quand même en Stata une procédure appelée PIAC-REG qui permet d'utiliser l'ensemble des valeurs. Mais on l'a utilisé, c'est juste ça que je veux dire. Rapidement, quelques-uns des concepts qu'on a déjà parlé. Le premier, c'est la surqualification. Il existe plusieurs façons de mesurer la surqualification. On peut, par exemple, demander aux gens est-ce que vous pensez être surqualifié pour l'emploi que vous occupez, l'approche subjective, une approche statistique aussi. Nous, on utilise l'approche normative de la surqualification qui est définie finalement en comparant le niveau de compétences requis dans l'emploi occupé par le travailleur à son niveau d'éducation. Le niveau de compétences requis à l'emploi est déterminé par une grille de correspondance entre les emplois définis à partir de la classification nationale des professions et les analyses du travail là, à Ressources humaines Canada, en fait le ministère là, qui change de nom à tous les 6 mois ou à peu près. Les emplois sont divisés en 5 niveaux de compétences, A, B, C, D et 0 pour la gestion. C'est pour ça qu'ils sont nommés. Le niveau A correspond finalement aux emplois de niveau professionnel et sont habituellement des emplois qui nécessitent un diplôme universitaire. Les niveaux B, c'est des emplois de niveau technique et ce sont les emplois qui nécessitent, par exemple, des études postsecondaires, mais pas nécessairement universitaires. Par exemple, le meilleur exemple, ça serait un DEC technique au Québec, dans le cégep au Québec, un DEC de 3 ans pour avoir un poste de niveau B. Les postes de niveau C ou intermédiaire nécessitent un diplôme d'études secondaires. Et finalement, les postes de niveau élémentaire sont des emplois pour lesquels la formation en emploi est nécessaire, mais pas nécessairement des études même secondaires. Par contre, pour les emplois de gestion, ce n'est pas basé sur le niveau d'éducation. Donc, c'est plus basé sur la tâche. L'idée, c'est que pour devenir gestionnaire, en fait, c'est plus l'expérience acquise dans le travail qui pourrait permettre de graver les échelons et de devenir gestionnaire. Donc, une personne qui a un diplôme universitaire se retrouve correctement qualifiée si elle a un emploi de type A, ou le niveau de compétence A, donc un professionnel. Et pour chacun des niveaux d'éducation, dans la diagonale de la matrice ici, dans les cases jaunes, on retrouve les personnes qui seraient correctement qualifiées. En dessous, en blanc, ce seraient des personnes qui seraient sous-qualifiées. En fait, il y aurait moins d'études que pour l'emploi qu'ils occupent, ça arrive. Et finalement, nous, ce qu'on étudie, c'est finalement ceux qui sont surqualifiés. Ce serait, par exemple, un universitaire qui occuperait un emploi de niveau B, C ou D, donc technique, intermédiaire ou élémentaire, ou encore une personne avec un diplôme post-secondaire, mais non universitaire, qui aurait un emploi de niveau C ou D. Et finalement, ceux avec un diplôme d'études secondaires qui occuperaient un emploi de niveau D, donc les personnes dans les cases rouges. L'autre définition qu'on peut faire tout de suite, c'est qu'est-ce que la littératie? La littératie est mesurée par l'enquête sur une échelle, un score de littératie qui varie entre 0 et 500. Pour faciliter finalement l'utilisation de cette métrique-là, les analystes ont créé 5 niveaux de compétences en littératie qui sont représentés sur cette échelle. Par exemple, le niveau 1 et 2, ce qui correspond finalement à des compétences très faibles, correspond à un score inférieur à 275 sur l'échelle de littératie.
Le niveau 3 correspond aux répondants qui auraient eu un score entre 275 et 325 et correspond au niveau qui est considéré comme étant minimal pour fonctionner aisément dans la société actuelle. Et finalement, les niveaux 4 et 5 qui sont au-dessus de 325 sont des niveaux qui témoignent d'un niveau élevé de littératie. Nous, on va utiliser le niveau 3 et plus comme un des indicateurs de compétences élevées en littératie dans les graphiques, dans l'analyse descriptive. Donc, l'analyse descriptive va se faire surtout au moyen de graphiques comme celui-là, où on présente finalement la fonction de densité des compétences. Pour l'ensemble du Canada, c'est ce qu'on observe. Ce qui est important ici de voir, c'est que ce n'est pas tant la hauteur de la courbe qui compte, mais sa situation sur l'axe des compétences, entre 0 et 500. Donc, plus c'est à droite, plus les compétences de la population sont élevées, et plus c'est à gauche, au contraire. Ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que la surface sous chacune des courbes qu'on va présenter est égale à l'unité, donc on peut comparer différentes populations. On va utiliser aussi le score moyen et le pourcentage de la population qui atteint le niveau 3. Dans l'ensemble du Canada, le score moyen est de 274, donc près de la limite de niveau 3, et un petit peu plus de la moitié des Canadiens ont le niveau 3 de compétences. Ce graphique présente finalement les fonctions de densité pour les immigrants et les natifs. Ce qu'on observe, c'est évidemment que chez les natifs, la courbe est beaucoup plus centrée vers la droite. On a une plus grande proportion de la surface sous la courbe qui est au-delà du niveau de 275 que pour les immigrants. Évidemment, on va se dire, ben, oui, bien sûr, les immigrants, souvent, ils vont avoir une langue officielle, une langue maternelle autre que la langue dans laquelle le test est fait. Ça n'est pas vraiment une mesure de leur véritable compétence en littératie, mais leur compétence en littératie dans une deuxième langue. C'est vrai, on en est conscient. J'en suis conscient moi-même parfaitement. Cette photo-là, je ne l'ai pas mise ici parce qu'elle est belle, mais c'est une étude de cas que j'ai faite avec moi-même. Quand, par exemple, à la fin de ma maîtrise, je suis passé aux États-Unis pour faire mon doctorat, j'ai réalisé que mes compétences en littératie avaient diminué de façon très importante, juste dans une journée. Mais donc on va aller un peu, je suis en retard. Mais il y a d'autres chercheurs qui, plutôt que de parler de leur expérience personnelle comme moi, ont cherché à comprendre la relation entre les compétences linguistiques et les compétences en littératie. Dans une étude de Jean-Pierre Corbeil de 2011, qui est plus un plaidoyer pour avoir une mesure comparable pour les compétences linguistiques, qui serait une mesure objective comme la mesure des compétences en littératie, il note que près de 9 immigrants de langue maternelle autre sur 10 ont indiqué pouvoir soutenir une conversation en anglais ou en français. Donc, la réponse sur la question des langues officielles ou du recensement, 9 immigrants de langue autre sur 10 répondent oui, je peux parler, je connais le français ou l'anglais. Pourtant, on observe une dissonance importante, on l'a vu au niveau des compétences en littératie entre les immigrants puis les natifs. Et il serait encore plus grande si on comparait les immigrants de langue maternelle autre. Et selon Jean-Pierre Corbeil, ces différences-là peuvent s'expliquer en partie par le fait que le niveau de littératie dans une autre langue peut être différent de celle qu'il obtiendrait dans un test dans sa propre langue, bien sûr. Donc, implicitement, on pourrait déduire de cet argument que les connaissances ou les compétences linguistiques affecterait les compétences en littératie qui, elles, affecteraient les compétences sur le marché du travail. On va voir si c'est ça, parce que d'autres chercheurs ont plutôt, comme Strucker, disent que les compétences en lecture, c'est plutôt une composante exogène plutôt qu'endogène des compétences en littératie. Donc les deux seraient mesurés des choses différentes.
Jones, dans une analyse structurelle de structure latente, a regroupé les répondants d'une enquête de 2003 selon 4 groupes à partir des compétences en lecture, la rapidité dans laquelle on reconnaît les mots et le vocabulaire. Et ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est que les deux premiers groupes, qui sont ceux qui représentent des personnes qui ont un vocabulaire moyen et, dans un premier cas, une faible capacité à décoder les mots ou une capacité moyenne à décoder les mots, se retrouvent en grande majorité dans le niveau de littératie 1, le plus faible, et que la grande majorité de ces répondants-là sont aussi de langue maternelle haute. Mais je termine sur cette dernière diapo et je vais vous laisser d'avoir les résultats de notre étude avec Sam. Selon Alexander, la capacité d'une personne à soutenir une conversation en anglais ou en français n'implique donc pas nécessairement que ces personnes disposent d'habilités langagières suffisantes pour bien performer dans la vie et sur le marché du travail. Et aussi, selon le même auteur, il est fort à parier que les habilités langagières dans une autre langue officielle, dans une ou l'autre langue officielle, influent sur la non-reconnaissance de l'expérience et des diplômes obtenus à l'étranger. Ça, on le présente pour expliquer un peu la variable composite d'immigration qu'on a conçue. Bon, maintenant, je me tais, mais je m'excuse devant Sam, surtout et vous, peut-être d'avoir été encore trop. Je vais rattraper. Alors, dans le cadre d'analyse préliminaire, on a fait des analyses bivariées pour un peu comprendre comment s'articulent les liens entre éducation, statut d'immigrant et niveau de littératie. Donc, on a en noir la courbe pour les natifs, puis en orangé la courbe des immigrants, puis les 4 niveaux d'éducation qu'on utilise dans notre étude. Donc, en haut à droite, on a les gens qui ont un niveau inférieur au diplôme d'études secondaires, puis le diplôme d'études secondaires. Sous le vocable diplôme d'études collégiales, on a tous ceux qui ont un diplôme d'études postsecondaires, mais inférieur au bac. Puis ensuite, on a les titulaires de diplôme universitaire en bas à droite. Donc, on constate 2 choses. D'une part, que le niveau de littératie des immigrants est globalement plus faible que celui des natifs. Quel que soit le niveau d'immigrant, c'est même vrai, le niveau d'éducation. Donc, c'est même vrai pour les universitaires. Puis, on constate aussi que le niveau de littératie augmente malgré tout avec le niveau d'éducation. En ajoutant quelques statistiques descriptives, on voit un peu la différence comme telle entre les immigrants et les natifs. Donc, les immigrants ont un score moyen de 191 points sur l'échelle de la littératie. 3% d'entre eux ont, on parle toujours des gens qui ont un niveau d'éducation inférieur au diplôme de secondaire. Donc, 3% des immigrants ont un niveau inférieur un niveau supérieur, en niveau 3 ou supérieur. Puis, par rapport aux natifs, c'est donc leur score moyen est de 231 et 18% d'entre eux ont un niveau 3 ou plus. Donc, si j'ajoute les statistiques pour les autres niveaux, on voit, comme je disais, que le niveau de littératie moyen augmente. Puis pour les universitaires, si on regarde les natifs, donc leur score moyen est de 316, puis 87% d'entre eux ont un niveau 3 ou supérieur, contre pour les immigrants, donc 280, le score moyen de 280 est 56%. Quand on compare, le cas des universitaires est quand même intéressant parce que notre politique d'immigration, comme Alain disait, est beaucoup axée ou donne une importance grande au niveau de l'éducation. Puis, il faut garder en tête que même si le niveau de littératie des immigrants universitaires est quand même élevé par rapport aux autres immigrants, n'en demeure pas moins que par rapport aux natifs, c'est plus faible parce que le score moyen des natifs est de 286. Puis ça se compare à 280 pour les immigrants universitaires. J'ai replacé ici la même diapositive le même graphique que sur la diapo précédente. Puis je la compare maintenant avec un sous-groupe plus précis, donc les universitaires, mais qui occupent un emploi de niveau A. Puis ce qu'on voit, c'est que la courbe des natifs n'est pas vraiment différente, alors que la courbe des immigrants s'approche plus de celle des natifs. Donc, ce que ça révèle, c'est que
le marché du travail a un certain impact sur... fait un certain tri finalement, parce que sur les immigrants qui ont un emploi de niveau universitaire, donc les immigrants titulaires d'un diplôme universitaire qui occupent un emploi de A, ont un score ou des compétences moyennes en littératie qui sont plus élevées que l'ensemble des immigrants qui ont un niveau universitaire. En comparant ici les qualifiés des surqualifiés, on voit que les universitaires correctement qualifiés et les universitaires qualifiés, l'écart de compétences est beaucoup plus grand chez les immigrants que chez les natifs. En fait, il y a seulement 45% des immigrants qui détiennent un diplôme universitaire mais qui sont surqualifiés qui atteignent le niveau 3, comparé à 82% des natifs. Donc déjà, dans ces statistiques descriptives, ça suggère déjà qu'il y a une partie de la surqualification qui pourrait être expliquée par le plus faible niveau de compétence des immigrants. Ici, je présente le contenu des modèles qu'on a élaborés justement pour s'assurer de ça, pour mesurer en fait la part de la surqualification qui est expliquée par les variables pertinentes. Donc, comme on peut le voir dans le modèle 1, on ne calcule que l'effet brut du statut d'immigrant sur la probabilité d'être surqualifié. Puis dans les modèles subséquents, donc de 1 à 4, on insère les principales variables socio-géographiques de contrôle comme l'âge, le sexe, le lieu de résidence et le domaine d'études. Dans les modèles 2 et 3, on ajoute respectivement une composante linguistique et un indicateur de niveau de compétence en littératie. Finalement, dans le modèle 4, c'est le modèle complet, donc on inclut toutes les variables pertinentes à l'analyse. L'architecture des modèles 2, 3 et 4 nous permettent un peu de voir les effets distincts de la langue et de la littératie, puis aussi de voir justement de comparer les relations causales que chacune des variables ont sur la variable dépendante, puis quand elles sont prises simultanément. Bref, je vais tout vous montrer ça plus tard. Un mot d'abord sur notre variable composite, notre variable de statut d'immigrant. Parce que, comme Alain l'a montré dans notre revue de la littérature, on se rend compte que l'intégration économique des immigrants, ça s'opère selon une géométrie variable qui est basée sur certaines caractéristiques clés des individus. Donc, Alain a mentionné l'âge à l'arrivée, la durée de résidence. Donc, tout ça, on sait que ça a un impact sur la surqualification et l'intégration économique. Donc, nous, on voulait en tenir compte dans nos modèles, mais pour faire ça, il fallait comme un peu multiplier les catégories de notre variable de statut d'immigrant, puis ça nous permettait aussi d'aller au-delà de l'étude d'Upal et La Rochelle-Côté, parce qu'ils présentent où est-ce qu'ils utilisent une variable dichotomique presque du statut d'immigrant. Donc, c'est notre solution. Donc, voici les catégories de notre variable de statut d'immigrant. Donc, elles sont toutes mutuellement exclusives, mais il faut quand même mentionner que la population d'une catégorie plus basse dans la liste exclut celle des catégories précédentes. Donc, je vous explique. Donc, dans la première catégorie, on regroupe tous les Canadiens nés au pays. Ensuite, dans la première catégorie d'immigrants, on a les immigrants qui sont récents, donc ceux qui sont arrivés au Canada depuis moins de 5 ans avant le moment de l'enquête. Puis dans l'autre catégorie, on a les immigrants arrivés au Canada avant l'âge de 15 ans. Donc ces deux premières catégories permettent de tenir compte de la durée de résidence et de l'âge à l'immigration. Puis ensuite, toutes les autres catégories qui suivent, on a réparti les immigrants, donc les immigrants établis par définition, ceux qui sont arrivés après l'âge de 15 ans, selon leur pays d'origine et le pays d'obtention du plus haut diplôme. Pour les trois premières catégories, on n'a pas distingué les groupes d'immigrants selon leur pays d'obtention du plus haut diplôme, pour certaines raisons. Mais par contre, pour les immigrants originaires d'un pays arabe, originaires de pays asiatiques ou originaires d'Afrique, d'Amérique latine et d'Océanie, on a à chaque fois séparé, on a à chaque fois créé deux catégories pour regrouper les gens selon qu'ils sont diplômés d'un pays
développés, donc incluant le Canada, ou d'un pays en voie de développement ou d'une économie émergente. Dans la première colonne du tableau, on a la distribution relative là, de notre échantillon selon les catégories de notre variable de statut d'immigrant. Donc on retrouve le 76% de natifs, comme on l'avait vu en introduction. Puis dans la deuxième colonne, on a la distribution des 24% d'immigrants parmi les catégories de notre variable. Donc on a par exemple 7,2% d'immigrants récents, 22% d'immigrants arrivés avant l'âge de 15 ans et ainsi de suite. Avant de poursuivre avec les analyses de régression, on montre ici un croisement entre notre variable de statut d'immigrant puis notre variable dépendante, donc de surqualification. On voit d'abord qu'au niveau national, c'est un peu bas dans l'image, mais que le taux national de surqualification est de 27,6%. Les immigrants les moins surqualifiés sont les immigrants nés dans un pays développé avec un taux de surqualification de 23,2%, suivi des natifs à 24%, puis des immigrants arrivés avant l'âge de 15 ans à 25,3%. À 27,6%, on a aussi deux groupes d'immigrants, donc les immigrants nés dans un pays arabe et diplômés au Canada ou dans un autre pays développé, ainsi que les immigrants nés ailleurs, c'est-à-dire en Afrique, en Amérique latine et en Océanie, et diplômés d'un pays développé. On note une tendance intéressante avec le lieu d'obtention du plus haut diplôme. Là. On remarque que pour un même groupe d'immigrants, le taux de surqualification est systématiquement plus bas parmi ceux qui sont diplômés au Canada ou dans un autre pays développé que par rapport à ceux qui sont diplômés d'un autre pays, donc d'un pays en voie de développement ou d'une économie émergente. Un autre croisement avec notre variable composite, mais cette fois avec une variable, un indicateur de compétences en littératie. Encore une fois, les tendances sont similaires, mais cette fois, c'est les natifs qui sont en tête de peloton avec 35,6% d'entre eux qui ont un faible niveau de littératie, donc un niveau de littératie qui se situe sous le niveau 3. Du côté des immigrants, seuls les immigrants arrivés avant l'âge de 15 ans et ceux nés dans un pays développé ont un pourcentage de personnes ayant un niveau de littératie situant sous le niveau 3 en bas de 50%. Sinon, tous les autres immigrants, toutes les autres catégories d'immigrants ont plus de la moitié d'entre eux ont un faible niveau de littératie. Encore une fois, on remarque le même pattern du lieu d'obtention du plus haut diplôme sur l'indicateur du niveau de littératie là, qui favorise, encore une fois, les titulaires d'un diplôme canadien ou d'un diplôme d'une institution d'un autre pays développé par rapport à ceux d'un pays en voie de développement. Alors maintenant, les résultats de régression, je vous rappelle ici le contenu de nos modèles. D'abord, pour le modèle 0, donc celui qui mesure l'effet brut du statut d'immigrant, on voit que pour 7 groupes d'immigrants, la probabilité d'être surqualifié est significativement plus élevée que celle des natifs, qui est notre catégorie de référence. Donc, sans tenir compte d'aucune variable comme le sexe ou l'âge, les Philippins sont 6,44 fois plus surqualifiés que les natifs. Les immigrants récents le sont 5,26 fois et ainsi de suite. Je n'ai pas inscrit le rapport de cote pour les catégories où est-ce que le rapport de cote n'était pas significatif, mais vous pouvez avoir une idée là, avec la barre qui est dessinée sur le graphique de la valeur de ce rapport de cote. Si on compare les rapports de cote obtenus pour le statut d'immigrant, mais dans le modèle complet, au modèle 4, on voit que la différence est significative seulement pour 4 groupes d'immigrants. Donc, ça veut dire que pour tous les autres groupes, la différence est expliquée par d'autres facteurs, que ça peut être l'âge, le sexe ou la langue et la littératie. Je vais passer en revue ces cas particuliers dans la prochaine diapo. Mais d'abord, ce qu'on voit, c'est que bon, les 4 groupes qui restent, c'est les immigrants récents, les Philippins, puis les immigrants nés en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, diplômés d'un autre pays, donc d'un pays en voie de développement. Donc,
cet écart-là qui demeure significatif dans dans le modèle complet peut s'expliquer pour les immigrants récents par la théorie de l'assimilation qui dit que ça prend une certaine période de temps pour tous les immigrants, peu importe leurs caractéristiques individuelles, pour s'adapter à la société d'accueil puis pour que l'intégration réussisse. Dans le cas des Philippins, comme Alain mentionnait tout à l'heure, c'est plus structurel. Les Philippins entrent au Canada en fort contingent par le truchement d'un programme bien précis, les aides familiaux, puis ça les oblige, ça les contraint à travailler comme aide familiale, donc pendant plusieurs années, nonobstant leur niveau d'éducation, en tant qu'aide familiale, qui est un travail qui demande donc un emploi non qualifié. Donc ça, voilà. Quant aux deux derniers groupes, donc les Asiatiques, les Africains et les Latinos, qui sont diplômés dans un pays en voie de développement, là, il y a deux hypothèses. Ça peut être la discrimination ou, comme l'indique la théorie de Sweetman, là, que ça serait plus la qualité de leur formation qui serait moins bonne que l'équivalent ici au Canada. Nos résultats, évidemment, ils plaident plus en faveur de l'explication de la qualité parce que, évidemment, les immigrants originaires des mêmes régions ne sont pas plus surqualifiés que les natifs quand ils ont un diplôme canadien ou d'un autre pays en voie de développement. Dans le tableau, ici, je présente les rapports de cote encore pour le statut d'immigrant. Donc, la première et la dernière colonne du tableau, c'est les chiffres que vous venez de voir dans le graphique précédent. Mais j'ai inséré ici les chiffres pour les modèles intermédiaires parce qu'ils permettent en fait de voir où est-ce que l'effet significatif, où est-ce que l'effet brut significatif a disparu pour certains groupes. Donc, pour les immigrants nés originaires de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, on voit que c'est plus une question de langue parce que dans le modèle 3, est-ce qu'on n'inclut pas la variable linguistique, l'effet demeure significatif, alors que pour les modèles 2 et 4, quand on contrôle pour la langue, l'effet disparaît. Pour les immigrants nés dans un pays arabe, mais diplômés dans un pays en voie de développement ou dans un pays d'économie émergente, l'écart significatif tombe seulement au modèle 4 quand on tient compte simultanément de la langue et de la littératie. Finalement, pour les immigrants nés en Asie et diplômés d'un pays développé, l'effet significatif tombe aussitôt qu'on contrôle pour l'une ou l'autre des deux variables de langue ou de compétences en littératie, que ce soit simultanément ou pas. Maintenant, pour les rapports de cote obtenus pour les variables de langue et de littératie, on voit dans le modèle 2 d'abord que l'écart significatif entre les individus qui parlent une langue officielle à la maison et les individus qui parlent une langue officielle ne sont pas différents de ceux des individus de langue maternelle officielle. Par contre, les individus qui parlent une autre langue que le français ou l'anglais à la maison ont une probabilité significativement plus grande d'être surqualifiés par un facteur de 78%. Les rapports de code du modèle 3 montrent que le niveau de littératie explique une part similaire de la surqualification, donc de l'ordre de 70%. Puis ce qui est intéressant de constater, c'est que quand on prend en compte simultanément la langue et la littératie, les deux variables conservent leur pouvoir explicatif sur la variable dépendante. Donc, il n'y a pas une variable qui gobe l'effet de l'autre, mais vraiment les rapports de code du modèle 4, on le voit, ils demeurent du même ordre, puis ils demeurent significatifs aussi. Donc, ça nous pousse à croire que la langue et la littératie ont un effet distinct sur la probabilité d'être surqualifié. Quelques mots sur les résultats qu'on a eus par rapport aux variables de contrôle pour vous dire que, d'abord, que les rapports de code sont vraiment constants du modèle 1 à 4, peu importe qu'on inclue ou pas la langue et la littératie. Donc, les variables dépendantes, ces variables indépendantes-là sont vraiment stables, donc probablement peu endogènes ou collinéaires, donc c'est une bonne affaire. Les femmes ont une plus grande probabilité d'être surqualifiées que les hommes, d'environ 40% d'un modèle à l'autre, de modèle 1 à 4. On voit aussi que les jeunes ont une plus grande probabilité d'être surqualifiés, cette fois de l'ordre de 33%.
on observe un effet de seuil, donc c'est-à-dire que l'augmentation de la probabilité d'être surqualifié n'est pas linéaire avec l'âge, mais au-delà de l'âge de 35 ans, la probabilité est stable. Le lieu de résidence, on voit que la surqualification est plus élevée pour les Montréalais par rapport à Toronto, mais l'écart est du double, de plus de 60% entre les résidents de Vancouver et ceux de Toronto. Puis, les individus diplômés des sciences sociales et humaines sont plus à risque d'être surqualifiés que les diplômés de domaine de la santé ou d'éducation, de sciences et génie. Donc ça recoupe les résultats qu'on voit dans la littérature, notamment ceux de l'étude d'Upal et La Rochelle. Donc nos résultats, en bref, la langue et la littératie expliquent une part significative de la surqualification, plus grande chez les immigrants. Quand on contrôle pour l'âge, le sexe, le lieu de résidence et le domaine d'études, les immigrants récents sont davantage surqualifiés que les natifs. Les Philippins le sont 4 fois plus. Puis les diplômés au Canada ou dans un autre pays développé ont une probabilité moindre d'être surqualifiés. Les individus qui parlent une autre langue que le français ou l'anglais à la maison ont une plus grande probabilité d'être surqualifiés. Puis les individus avec de faibles compétences en littératie ont une plus grande probabilité d'être surqualifiés. Une autre déduction qu'on peut faire de notre analyse, compte tenu des résultats qu'on a obtenus, c'est que les compétences linguistiques et de littératie ont un effet distinct sur la probabilité d'être surqualifié, puis que la relation entre les deux variables est assez ténue. Donc, une implication de ces résultats pourrait avoir avec la grille de sélection. Parce que déjà, on sait que quand vient le temps de sélectionner les immigrants au Québec et au Canada, on confère une importance assez importante aux connaissances linguistiques. Étant donné que nos résultats montrent que la littératie explique une part similaire de la surqualification, bien, on pourrait penser inclure une importance accrue aux compétences en littératie des immigrants pour sélectionner nos immigrants, évidemment, sur la base du fait qu'on veuille faciliter puis l'intégration sur le marché du travail. Donc, on peut discuter ensemble de beaucoup d'autres implications de nos résultats, mais pour l'instant, ça conclut notre présentation.